La plupart des gens qui travaillent aujourd'hui font un travail superflu. Les trois quarts des activités sont déjà des activités parasitaires. Vous êtes une vraie nostalgique de l'ancien temps. Moi, je suis bien content avec le monde moderne. Mais je suis aussi moderne que vous, Sam. Seulement ce qui compte dans le temps qui vient, c'est pas le travail, c'est la paresse. Tout le monde s'accorde pour dire que le travail n'est qu'un moyen. On parle d'une civilisation du loisir. Quand on y arrivera, on aura perdu tout sens du loisir. Il y a des gens qui travaillent 40 ans pour se reposer ensuite. Et quand ils tiennent enfin le repos, ils savent pas qu'en faire et ils en meurent. Sincèrement, je crois que je sers mieux la cause de l'humanité en paraissant qu'en travaillant. Pour la troisième fois en 10 minutes, mamie me demanda « Mais pourquoi tu ne veux pas travailler ?» Je ne crois pas qu'elle se soit déjà souciée une fois dans sa vie de l'objectif du travail. Pour elle, c'est avoir un confort légitime et la socialisation qui va avec. Mamie a juste honte de ne pas pouvoir dire à la maison de retraite que son petit-fils travaille dans une entreprise franchisée. Un autre vieux aurait alors pu lui répondre « Ah oui, je connais » et il serait passé à autre chose. « Mais tu fais quoi toute la journée ?» reprit-elle. J'écris, je lui dis. « Et ça te fait gagner de l'argent ?» Bah non, mais ça donne un sens à ma vie. Puisque moi, comme papa et papy à son époque, si je veux un SMIC horaire, je ne peux être qu'ouvrier. Et des gens plus bêtes que moi me diraient « Tu aurais dû faire des études, quand on veut on peut. » Ou encore, pour profiter des vacances, il faut d'abord travailler. Oui, parlons-en des vacances. Les blondes aires de repos et les stations essence m'évoquent le souvenir des départs pour la mer. Si j'avais dans l'enfance écrit dans mon journal que les frites du flunch, que le giant du quick était le meilleur repas du monde, j'aurais seulement fait l'aveu de ma classe sociale. En réalisant cela, mes vacances en famille, mes clichés personnels prenaient la forme vide d'une errance estivale, car ils appartenaient moins à moi qu'au pays. Dans les films de Rohmer, une atmosphère estivale s'installe avec douceur. Le rideau se lève, l'été peut commencer. Un ouvrier qui s'achète une petite caméra ou un petit appareil de photo, qui filme ses vacances, il fait un film politique. Voilà ce que j'appelle un film politique. Il ne peut faire que ce film-là. Il se trouve que justement, il a le droit de filmer ses vacances, mais bizarrement, il n'a pas le droit de filmer son travail. L'exploiteur ne raconte jamais à l'exploité comment il l'exploite. Donc nous, dans ce raconte, nous qui sommes précisément l'information, le cinéma, la télévision, la presse, nous qui sommes dans ce discours de l'exploiteur qui raconte à l'exploité. Parce que c'est ça le cinéma, les romans, la presse, la télé, c'est raconter. Nous qui sommes là-dedans, nous devons précisément raconter d'une autre manière, pour à la fin raconter autre chose. On l'arrange là. Là, il faut 50 pièces par bac. Et ça, donc, il faut que j'en fasse 141 en 1 heure. Ça vous fait rire? Non? Le soir, on n'a jamais fini, nous, le travail. On n'arrive pas, on a les enfants, on a tout ça. Je sais pas si on arrive à la retraite en état, mais ça va être dur. Je vous le dis franchement, ça va être dur. Vous voyez, je porte une ceinture, hein, Ouais. parce que je souffre du dos, les lombaires, tout. Ouais. Voilà quoi. Puis j'y vais au boulot. À quel moment on a bien fait son travail et on peut s'arrêter? Ça, on nous le dit jamais. On nous dit jamais c'est bon, bravo, maintenant tu peux passer à autre chose. On présuppose qu'il y a toujours une sorte de continuité, qu'il y a un toujours plus. Ça veut dire quoi? Demander aux gens de continuer de travailler plus quand l'été il va faire plus de 40 degrés. Les écolos, disons que j'ai pas un amour immodéré pour la nature. Enfin. Si dans une société écologique, les conditions de travail sont meilleures, il y a moins de souffrance au travail, peut-être on consommera moins de médicaments. Et donc, peut-être que ça va mettre du chômage dans l'industrie pharmaceutique. En fait, c'est aussi qu'aujourd'hui, tous nos emplois, ils sont organisés autour de besoins alimentés, créés par la société capitaliste. Et peut-être que si on changeait radicalement nos conditions de vie, on aurait besoin de beaucoup moins de travail des autres aussi. C'est à cause des conditions de travail aussi qu'on en arrive là. Il n'y a plus de temps mort.
Le patronat a supprimé les temps morts à cause du rendement. Alors un ouvrier ne s'appartient plus. Il passe sa vie entre le boulot, bouffer, le sommeil, le boulot, comme ça. J'en ai marre. Cette critique-là, elle était pointée notamment par David Graeber quand il expliquait les bullshit jobs, en disant pourquoi on a autant de boulot qui servent à rien aujourd'hui, alors même qu'avec les gains de productivité, on aurait pu travailler tous beaucoup moins. C'est pour que les gens n'aient pas de temps libre. C'est pour que les gens n'aient pas de temps pour penser à une autre organisation sociale. Mon père dit que le feu, c'est la télévision du pauvre. Donc il y a eu un rapport parlementaire ce mercredi pour essayer de contrer la baisse de la natalité en France. Et moi je me suis dit d'accord, mais pourquoi ? Pourquoi faut-il qu'il y ait plus d'enfants ? Est-ce que c'est parce que les enfants c'est bien, parce que c'est rigolo, parce que c'est chouette, parce que c'est porteur d'espoir ? Pas du tout. J'ai posé la question autour de moi, dont à Guillaume et à ma mère, et les deux m'ont répondu la même chose. Le but souverain d'une politique de natalité, c'est plus de travailleurs potentiels et éventuellement plus de soldats si jamais c'est la guerre. 20 minutes de pause. À la machine à café, la direction a collé cette affichette rouge. Mauvaise nouvelle. Il y aura 2 jours de chômage technique en plus le mois prochain. Les années 60-70. L'âge d'or pour Peugeot à Sochaux. L'usine est alors une ruche. Il y aura jusqu'à 40 000 salariés au début des années 80. On vient de la France entière et même de l'étranger pour travailler ici. Aujourd'hui, l'effectif a été divisé par 3. Il n'y a plus que 12 000 salariés sur le site. Tu fais toujours l'équipe de nuit ? Non, tu n'as pas vu les journaux ? On est en grève. Le gouvernement va faire cette fois. Du moins, j'espère. C'est la CGT qui a donné le mot d'ordre ? Oui, mais il y a aussi ces comptes Force ouvrière. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'ils disent, ces ordures ? Off, tu sais. Ouais, je m'en souviens. Il y a 40 ans, il y avait vachement plus de monde que ça. Il y avait beaucoup plus de monde, mais il y a 40 ans, c'était l'après 68. Ça veut dire qu'on arrivait en CDI, ça veut dire qu'on arrivait avec un statut social, et on pensait que l'usine était notre endroit naturel des choses, sauf qu'il fallait les changer de l'intérieur, on y rentrait gaiement. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les travailleurs, ils sont plus résignés, en tout cas les jeunes, que vous ne l'étiez ? Je pense qu'ils sont pris dans un système où on leur donne aucune possibilité de montrer écrou. C'est à partir de, je dirais, 87, 88, que les intérims sont arrivés massivement, dans la boîte. Et en court terme, ça leur paraît la solution idéale d'avoir ces intérims qui prennent, qui se débarrassent, etc. On sait très bien qu'une société, que le statut social des salariés, il évolue uniquement par un rapport de force. Tout ce qui est automobile, sous-traitance, ça fait vraiment flipper. Parce que quoi, ça part à l'étranger ? Ça part à l'étranger ou alors c'est les étrangers qui viennent ici. Parce que moi j'ai travaillé chez TCV il n'y a pas très longtemps. Je peux vous dire que nous on était à part, on nous a mis de côté pour faire du tri, mais c'était tous les gens de Tchécoslovaquie ou de je sais pas où qui ont débarqué. Hein. C'est eux qui sont venus ici. Hein. Racisme, non. Mais c'est pas pareil, on donne beaucoup de choses. Beaucoup de choses aux immigrés, ils ont beaucoup d'aide. Puis nous, Français, on n'a pas les mêmes aides, quoi. C'était la première fois que vous votiez pour elle ou pas ? Non. Non ? Déjà aux dernières présidentielles ? Ah ouais, au premier tour. Pour le papa ? Oui. Les voici donc, ces ouvriers qui votent Front National. Hier, c'était les communistes qui arrivaient en tête. Mais c'était avant la crise et les délocalisations. Sarko, il relevait la France tout doucement, à son rythme, mais tout doucement. Oui, mais est-ce qu'il te relevait toi, Gilbert ? Non, il ne me relevait pas moi, mais apparemment, il essayait de relever la France. Que Hollande, ce qu'il va faire, à mon avis, il va la remettre dans le trou. You have to ask the right question. Like what? Has anything you've done made your life better? Au fond, les programmes de gauche qu'on voit dans le programme, justement, ça serait des mesures qui seraient favorables économiquement, socialement, aux personnes que moi j'ai rencontrées. Ils iraient mieux avec ces mesures-là, ces mesures de gauche, concrètement. Mais personne n'y croit. C'est-à-dire que je pense que la gauche manque aussi de victoire et d'accomplissement qui montrent que c'est possible. Je pense là, le mandat de François Hollande, qui est considéré sans aucune ambiguïté comme de gauche par les électeurs du RN, il y a eu, pour dire le moins, il y a eu une occasion qui a été manquée. Il y a eu une occasion de dire
vous n'êtes pas obligé de politiser les questions migratoires pour être entendu. C'est ça en ce moment qui est en train de se passer. C'est uniquement quand il y a du racisme qu'on se met à écouter les classes populaires, dans les médias par exemple. Et donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est de dire, vous pouvez avoir des progrès, une amélioration matérielle de vos conditions d'existence, sans qu'on ait besoin d'évoquer la question des assistés, entre guillemets, ou des immigrés. C'est-à-dire on peut avoir un meilleur hôpital public sans supprimer l'AM, on peut avoir un meilleur SMIC sans supprimer le RSA. Voilà, et c'est ça qu'il faut arriver à montrer, mais personne n'y croit. La grosse douille du vote RN, c'est l'échec à penser qui sont tes alliés et qui sont tes adversaires. Quand tu es une classe populaire, quand tu es ouvrier et que tu votes RN, c'est parce que tu te dis que comme le ruissellement, si tu te colles aux puissants, ça va te protéger de la galère. Or, on le sait historiquement, la seule chose qui te protège de la galère, c'est l'union avec d'autres galériens. Mais ça, le capitalisme a bien fait son travail et il a réussi à convaincre les gens que le fait d'être adjacent au pouvoir, de s'y coller, même si tu n'y as pas accès finalement, parce que c'est jamais toi qui décides, ça va te protéger un peu, comme si tu te collais sous le parapluie quand il pleut. Je pose beaucoup la question aussi de raconte-moi la dernière fois que tu as pleuré. Raconte. J'ai pleuré parce qu'on n'allait pas pouvoir partir en vacances. J'ai pleuré parce que j'avais pas eu mon prêt. J'ai pleuré, je dis ok, c'était un migrant qui était responsable. 100% du temps, c'est l'administration qui veut pas donner un AESH à ta gamine en difficulté. C'est la banque, c'est des multinationales, ton patron ou l'administration. Les commentaires politiques, on parle jamais de la base, des simples ouvriers. C'est quand même eux qui sont quand même la base de l'édifice quand même. C'est tous ces petites mains, ces femmes, ces hommes qui travaillent, qu'on n'entend jamais et puis qui se plaignent jamais surtout. Il y a aujourd'hui, notamment dans le discours de la gauche plurielle au pouvoir, il y a un retour à la sacralisation du travail, très très grand. On a peine à imaginer l'instauration d'un revenu inconditionnel du citoyen qui ne soit pas dépendante de l'accomplissement d'un travail. C'est possible, c'est organisable, ça existe sous diverses formes dans notre pays. De même qu'on est un peu dans la situation des révolutionnaires avant 1789, où il était impensable de prendre la Bastille. On a les outils d'un point de vue bureaucratique, technocratique pour mettre en place un revenu universel. Sur le plan financier, c'est un enjeu de choisir où est-ce qu'on prend les ressources, mais les ressources économiques, on les a. Et dans la continuité peut-être des confinements, etc., ce serait peut-être ça qui permettrait aux gens de quitter leur bullshit job, de quitter l'emploi qui les fait travailler dans des conditions vraiment dégueulasses. Placer la pièce, appuyer sur le bouton, placer une autre pièce, et tout ça le plus vite possible. Ça, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Vous avez eu l'expérience de travailler sur une machine, je pense qu'à la fin de la journée, ça vous a pas parlé, quoi. Non, pas tellement. C'est vrai qu'intellectuellement, ça demande pas des capacités folles. Voilà. Mais c'est dur physiquement. Moi, je trouve le temps long à faire tout le temps pareil. Parce que tout le monde gueule, on dit ouais, il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail. C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait. On est revenu à un discours productiviste de sacralisation du travail qui est nécessaire justement pour faire accepter le travail dégradé et dégradant. Comment voulez-vous que des jeunes qui ont des emplois placards et des stages bidons, ils acceptent de rentrer dedans si on ne leur dit pas que le travail c'est formidable? Personne ne nie que la situation de l'emploi s'est améliorée dans les 2-3 dernières années, qu'il y a un petit mieux, qu'on a baissé d'1% ou 1,5% de chômage. Mais on a baissé en faisant quoi? Quand on regarde d'un peu plus près les statistiques de l'emploi, on observe que les catégories d'emplois qui ont augmenté le plus sont les emplois partiels, les emplois précaires et les CDD. Vous imaginez que vous allez être en intérim jusqu'à l'âge de la retraite? Non, moi j'espère qu'un jour on me dise tiens, finalement tu peux rester, on te fait un contrat. Ouais. Je dirais pas non, même avec un salaire un peu plus bas. Puis de pouvoir dire voilà, je peux prendre une semaine de vacances, c'est payé, c'est que nous le moindre arrêt qu'on a, le moindre, tout de suite on calcule. Je suis malade ou n'importe quoi, je vais aller au boulot. Parce que je dis, tiens, là, non, si une semaine d'arrêt, ça fait tout de suite 400 € de moins sur la... Je peux pas. Donc on a fait passer un petit volant de chômeur du statut de non-travailleur au statut de travailleur précaire. Alors on peut dire d'un côté c'est un mieux, mais en fait, si c'est ça la solution du chômage de masse, c'est en fait la voie américaine de la généralisation du salariat précaire et de la normalisation de la précarité. C'est la création d'une société d'insécurité sociale. Je suis Aurélie. J'ai le droit de parler. J'ai le droit de m'exprimer. Camarades,
Je suis au RMI. Nous ne voulons plus travailler. Nous voulons de l'argent sans travailler. C'est un droit. Nous ne voulons pas être insérés. Sortez, camarades. Sortez de votre tour. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut vous dire qu'on a organisé une réquisition de richesses, compte tenu du fait que les minima sociaux ne permettent pas aux chômeurs de faire des courses comme tout le monde dans la 4e puissance économique mondiale, que donc par conséquent les gens ils en ont assez de manger des pâtes, du riz et des patates et de s'en tenir à ça. Ils veulent faire des courses comme tout le monde et manger les mêmes produits que les autres. Vous ne voulez pas, bon, vous avez l'alternative du business. Vous allez faire de l'économie criminelle, de l'économie informelle de la rue. Mais alors là, ben, le coût, soyez prêts à accepter le coût supplémentaire. Votre probabilité d'être incarcéré, d'être arrêté, d'être poursuivi, d'être incarcéré augmente. D'un côté, ben, on vous force, si vous voulez, et puis si vous ne voulez pas, ben, vous tombez dans le système pénitentiaire, qui est en quelque sorte la voiture balai du marché du travail. Et ce n'est pas par hasard si les principaux clients du système pénitentiaire aujourd'hui, ce sont les jeunes, notamment des classes populaires, des fractions les plus précaires des classes populaires. Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, plus de la moitié des détenus ont un niveau d'éducation primaire ou moins, que plus de la moitié des détenus dans les prisons françaises n'avaient pas d'emploi au moment de leur arrestation, que 16% sont considérés comme sans-abri. Bon, et que quand ils sortent de prison, ils ont des situations qui sont encore moins bonnes que quand ils sont rentrés. Je travaillais avec un type dans un entrepôt. On remplissait des camions de carton avec des diables. Les cartons étaient légers, j'ignorais ce qu'ils contenaient. Après avoir déménagé des bureaux administratifs ou décollé de la colle industrielle dans une usine, je trouvais le job plutôt sympa. Le gars, pas plus impressionnant qu'un autre, m'a dit à la pause clope qu'il sortait de tôle pour cambriolage. Depuis sa sortie, il se contentait de missions d'intérim courtes, de manutention. Il se retrouvait à gagner à peine plus qu'un RSA. Aucun employeur ne le gardait. Pourtant le gars était bosseur, ponctuel et tout. À la pause de midi, il m'a emmené sur son scoot manger au kebab. Il m'avoua qu'il pensait chaque jour plus sérieusement à refaire un casse et se barrer de France. Que pouvait-il faire de mieux? Demander une formation pour devenir cariste. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Cette question, qui est communément une des premières que l'on pose à quelqu'un que l'on vient de rencontrer, m'apparaît depuis toujours comme manquant de finesse, parce qu'elle ne demande pas véritablement comment on s'occupe, ce qui nous anime, nous exalte, mais quel est notre niveau de vie et quelle est notre fonction dans le monde. Elle sonne à mon oreille comme « À quoi tu sers ?» J'ai toujours trouvé que presque tout le monde était gêné ou me prenait de haut, parce que je ne travaillais pas comme on l'entend. Je sais pas, dès que quelqu'un a l'impression que tu gagnes pas bien ta vie, on dirait que tu lui as demandé des sous. J'ai le sentiment que dire que tu as un boulot difficile au SMIC horaire rend plus heureux la plupart des gens, sans doute parce que c'est leur vie aussi. Dès l'école, on nous demandait déjà la profession de nos parents, comme par simple curiosité. Or, savoir cette information indique bien des choses. Par exemple, si on peut être correctement aidé pour les devoirs, s'il y a une bibliothèque à la maison, ou si c'est la télévision qui nous éduque, ou encore pourquoi on utilise toujours les fournitures des autres. Moi je vais vous dire, ma mère me disait d'écrire esthéticienne et mon père technicien. Esthéticienne je voyais à peu près, mais technicien, je savais juste que mon père quittait la maison pendant 8 heures pour aller à l'usine, mais j'ignorais ce qu'il y faisait. C'est après avoir échoué mon année de 3e que j'ai compris ce que voulait dire l'expression voie de garage. Aucun de mes vœux n'avait été accepté. Le directeur du collège, public évidemment, m'affecta à la seule classe où il restait de la place, en lycée professionnel, un BEP en 2 ans qui portait le nom obscur de productique mécanique informatisée. Je m'étais imaginé que c'était un truc sur ordinateur. J'y ai appris à usiner des pièces dont je ne comprenais pas l'utilité sur des tours traditionnelles et des machines automatisées. J'ai alors voulu devenir photographe, puis écrivain, avant de réaliser que je ne décrocherais pas de contrat. La presse locale me payait 5 € par photo que je faisais pour elle, et les revues de poésie me rémunéraient en visibilité. My goals didn't change a lot in the intervening years, Vincent. much to my parents' dismay. Vincent. You gotta understand something. The only way that you'll see the inside of a spaceship is if you were cleaning it. My father was right. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je ne crois pas du tout que vous le sachiez. Je crois que vous savez seulement que le système actuel vous est odieux. Tu sais qu'il faut mettre une agrafe à gauche, une agrafe à droite. Tu engueules ton agrafeuse quand elle va mal. Tu t'engueules toi-même, t'arrives à t'engueuler toi-même quand tu te blesses. Alors que c'est pas de ta faute, c'est de la faute des montages qui sont mal faits. Mais c'est comme ça. Le chef vient, il t'engueule parce que le boulot est mal fait.
Tout le monde en a rien à foutre. J'en suis certain. Tout le monde s'en fout. Devant nous, il n'y a rien. Il n'y a rien. La promotion, non, faut pas y compter. Je lisais avant. Je lis un tas de livres. Maintenant, je n'ai plus envie de lire. Je n'ai plus envie. Le besoin ne se fait plus sentir de lire. Non pas que je connaisse tout, au contraire. Mais j'ai plus envie. J'en ai plus besoin. Et puis quel débouché qu'on a. Je suis rentré à 18 ans, en sortant de l'école. Je te dis, j'ai tellement mal aux mains, j'ai tellement des grosses mains, mes mains me dégoûtent tellement. Et pourtant, je les aime tellement, mes mains. Je sens que je pourrais faire des trucs avec. Mais j'ai du mal à plier les doigts. You and in mine, look at this. It's a serious. I feel you love.